Ça y est, on est prêt. C'est parti, mon JPEG. Antenne dans 20 secondes. Bah, non, JPEG, faut pas hurler dans le talkie. Appuie sur le bouton et parle doucement. Regarde. Antenne dans 20 secondes. Et du coup, c'est plus dans 20 secondes. Ah oui, pas faux. Il reste combien? 3, 2, 1. « 17 mars 2020, vous auriez pu imaginer, vous, confinement, masque, distanciation, télétravail, deuxième vague, cas contact, test. Et 2021, alors, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Retravailler, oui, mais comment? Dans quel monde? Pour quel monde? Retravailler, oui, mais autrement. Et si l'entreprise, c'était justement là où tout va se réinventer? Et si la transformation digitale, c'était la clé? Eh bien, c'est ce que nous croyons. Puisqu'on est tous embarqués dans cette drôle d'aventure, vous allez les entendre, ces patrons agiles, ces trouveurs de solutions, ces aventuriers. Ici, dans ce Airstream, ils vont vous dire comment ils le voient, eux, le monde de demain, comment ils le construisent déjà. Bienvenue dans Way of Trailblazer, le média de l'aventure digitale. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour Charlotte. Je suis très heureuse de vous accueillir ici. Vous êtes notre première invitée. Ici, c'est Way et c'est le média, c'est le carrefour de réflexion et de rencontres autour de la révolution digitale. Alors c'est vrai que le public qui nous écoute et qui nous regarde peut légitimement se demander mais pourquoi ont-ils invité comme premier invité un homme politique et un écologiste? Et bien justement, nous, on voulait avoir votre parole. Votre parole, elle est le fruit d'une longue carrière politique. On se souvient évidemment de Génération Écologie, dont vous êtes le fondateur, de votre engagement à l'international aussi. Ça, on le sait peut-être moins dans le grand public à l'ONU, où vous êtes sous-secrétaire général, coordinateur de la conférence sur le développement durable. Et puis moi, je voulais entendre aussi celui qui, au lendemain de la vague verte au municipal, déclare: les élus verts vont devoir relancer la machine économique. Alors, je ne sais pas si depuis cette déclaration, vous avez reçu des coups de fil du MEDEF. Non, mais j'ai rencontré le MEDEF, j'ai rencontré le ministre de l'économie. Bien sûr, on a nos idées. Et l'idée simple, c'est autour de l'écologie en général qu'on va relancer la machine économique, parce qu'il faut à la fois développer les entreprises, toutes ces entreprises passionnantes dont vous faites l'écho, mais également de lutter contre le réchauffement climatique, préserver la nature. Tout à l'heure, vous avez parlé de la révolution numérique, et moi je vais vous donner un exemple très simple, c'est que depuis qu'on a eu le Covid, on sait qu'on peut avoir d'autres virus. Et donc, heureusement, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au numérique, on est en train de scanner, comme on dit, toutes les chauves-souris, toutes les grottes de Chine et d'ailleurs, pour voir quels sont les virus, à quoi il faut s'attendre, contre quoi il faut se prémunir, comment trouver de nouveaux vaccins. Il n'y a pas simplement le réchauffement climatique et la forêt, il y a aussi vous savez, les glaces du Nord, si jamais elles fondent, est-ce qu'on va retrouver des vieux mammouths avec des virus inconnus? Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout cet effort. Et sans le numérique, on n'y arriverait pas tellement c'est compliqué, tellement il y a d'informations à traiter. Mais c'est une parole qui reste surprenante, qu'on n'entend pas à l'heure des débats entre la croissance, la décroissance. Chez les écologistes, chez les Verts, entendre, mais oui, la croissance économique est compatible avec le développement durable. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une parole qu'on entend assez souvent? Mais vous savez, les écologistes, c'est comme les champignons. Il y a les bons, les mauvais, les vénéneux, les toxiques, les très comestibles et autres. Non, mais bon, je rigole, mais c'est très compliqué, l'écologie. Il y a plusieurs manières de voir ça, d'envisager ça. L'important, c'est de se mettre d'accord sur... Il faut protéger la nature parce que quand même, toutes nos entreprises, toute notre vie en dépend. Toutes nos ressources viennent de là. Et même, je dirais, aujourd'hui, les entreprises... c'est elles qui gèrent notre rapport à la nature. Parce qu'avant, on était tous fermés, on touchait, la nature, c'était nous. Maintenant, c'est fini, on est tous dans nos villes, on est tous devant nos écrans, et ce sont les entreprises qui gèrent, qui s'occupent des forêts, qui s'occupent de l'agriculture, qui s'occupent de tout. Et le numérique, c'est quand même une manière d'économiser les ressources. Ça a un petit coût en énergie, alors il faut que cette énergie soit propre, mais sinon, c'est formidable. Encore plus à l'heure du Covid, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les entreprises ont une grande responsabilité
il y a une histoire des entreprises. Vous savez, au départ, l'entreprise, il y a eu l'affaire Henry Ford, vous savez, où on disait Ford voulait que les voitures coûtent moins cher parce que comme ça, plus de monde allait en acheter. Et puis certains de ses actionnaires ont dit ah non, t'es là pour nous donner de l'argent à nous, les actionnaires. Ça, c'était la tendance au début du XXe siècle. Maintenant, c'est très différent. Maintenant, les entreprises, elles disent mais attendez, nous, on appartient aux parties prenantes, c'est le nouveau mot. On appartient aux clients, aux actionnaires, au personnel, on appartient à la société. Parce que si la société va mal, l'entreprise va mal aussi. Et l'entreprise, elle est là pour le bien commun tout autant que pour les actionnaires. Donc ça veut dire qu'elle a carrément un rôle politique, vous parlez ? Oui, presque politique. En tous les cas, social sans aucun doute. L'entreprise, elle est là pour créer des richesses et elle est là pour améliorer le monde. Alors, il y a toujours, dans les entreprises, il y a tout, si vous voulez, c'est comme les gens. Hein. Il y a des gens qui sont parfaits, d'autres qui le sont moins. Mais dans l'ensemble, ce grand mouvement des entreprises, c'est passionnant. C'est en ce moment qu'on le voit. Et même en France, vous avez maintenant la raison d'être des entreprises. Et c'est vraiment tout à fait passionnant, ce mouvement. C'est comme ça qu'on réconcilie. Et même, vous voyez, les jeunes, maintenant, quand ils vont travailler en entreprise, ils veulent être fiers de l'entreprise. Et ça, c'est formidable. Alors, il y a beaucoup de discours, attention, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avancent ce discours pour avoir l'air propre, pour avoir l'air responsable. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter ? Ou jusqu'où elles doivent aller pour justement être responsables ? D'abord, il y a une compétition entre les entreprises, on le sait ça. Et cette compétition se déplace. Ce n'est pas simplement maintenant le fait de gagner plus d'argent que l'autre ou d'avoir des parts de marché supérieures, c'est aussi le fait d'être meilleur pour la société et l'environnement que l'autre. Et ça commence à jouer dans la réputation des entreprises. On a envie d'aller dans une entreprise ou on a envie d'aider une entreprise qui est plus performante pour le bien commun que l'autre. Alors, il y a des tas de manières, parce que maintenant, vous savez, aux Nations Unies, on a des objectifs de développement que toute la communauté internationale a voulu. Alors, on essaye de voir sur quel domaine l'entreprise est meilleure, en quoi elle a progressé. Ça peut être pour l'eau, ça peut être pour la forêt, ça peut être pour la société, pour les réduire les inégalités. Enfin, il y a mille raisons et 1000 domaines où on peut être meilleur que les autres. Et l'entreprise, ensuite, elle rapporte. Parce que la différence entre l'entreprise et la politique, c'est que la politique font des tas de promesses, ils sont là pour 4 ans ou 5 ans. L'entreprise, elle est obligée de faire des rapports, elle sait exactement comment gérer une certaine somme d'argent et mesurer la progression ou l'échec. Et puis l'entreprise, souvent internationale notamment, elle sait ce qui se passe dans différents pays, alors que beaucoup de nos gouvernements sont plutôt bloqués à l'intérieur de leurs frontières. Donc c'est cette différence-là qui est très importante. À propos de gouvernement bloqué, vous n'avez pas des regrets quand vous étiez ministre, quand vous êtes arrivé à votre ministère de l'Environnement, vous vous dites pas aujourd'hui, mais j'aurais dû pousser beaucoup plus loin? Ah, ça, c'est sûr. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas passer sa vie à regretter. Qu'est-ce que vous feriez différemment ? Oh, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment. Un exemple ? Par exemple, je pousserai l'électricité un peu partout. L'électricité, c'est la seule manière, si vous voulez, d'avoir de l'énergie, de consommer de l'énergie de manière propre, parce que l'électricité, on peut la produire sans carbone, sans faire appel au pétrole, au gaz naturel ou au charbon. On peut la produire autrement. Alors ça, c'est votre truc, vous plaidez pour la révolution électrique. Oui. Je voudrais que vous nous en disiez un mot et que vous nous disiez comment le digital, les nouvelles technologies peuvent venir au service de cette révolution électrique que vous appelez de vos voeux. Ah mais absolument, c'est extraordinaire de voir à quel point l'électricité, parce qu'elle porte à la fois l'énergie et l'information. Par exemple, quand vous allez utiliser de l'électricité dans votre maison, vous allez la lier à un certain nombre de capteurs et de services qui vont vous permettre de piloter votre consommation et de faire exactement ce qu'il faut sans consommer trop, en allumant ou en réchauffant davantage la pièce où vous allez vous trouver dans 1 heure. Si vous êtes avec votre voiture électrique, vous allez pouvoir faire tip-tip, j'arrive dans 10 minutes, tu peux mettre le chauffage en route s'il te plaît maison, et puis vous allez pouvoir brancher la batterie de votre véhicule sur le réseau de votre maison, et à ce moment-là, vous allez pouvoir éventuellement, pendant les heures creuses, mettre plus d'énergie, etc. Et vous allez pouvoir le vendre à EDF ou à l'EDF local pendant l'heure de pointe, ça va vous coûter plus cher, ça va vous ramener un peu d'argent. Enfin, tout ça, c'est extraordinaire de voir à quel point vous pouvez créer un système, un vrai système, un écosystème en quelque sorte, entre la voiture, la mobilité, la ville,
et tout ce qu'il y a dans la maison, y compris le télétravail, parce que le télétravail s'est beaucoup développé et on a commencé à apprivoiser ça maintenant en France, beaucoup plus qu'il y a évidemment 2 ans. Oui, sauf qu'il faut des tuyaux plus puissants. Est-ce que vous faites partie des Amish qui ne veulent pas entendre parler de la 5G? Moi, personnellement, je pense que les avantages que va apporter la 5G l'emportent largement sur les inconvénients s'il y a des inconvénients. Donc moi, j'y suis favorable. D'accord. C'est pas forcément ce qu'on entend partout. Vous dites, au contraire, il faut avancer vers cette technologie au service de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour la planète. Voilà, il y a il y a certains de mes amis qui n'aiment pas la technique, ils ont peur de la technique. Et moi, je pense qu'on a absolument besoin des progrès techniques. Voilà. La technique, c'est quand même, et puis c'est presque une invention de nature nouvelle. Hein. L'homme ne vole pas, il invente l'avion. Ah, il vole tout d'un coup. Donc, si vous voulez, vous avez avec la technique un moyen extraordinairement puissant de modifier ou de créer de la nature. Alors évidemment, il faut faire attention, pas faire n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, jusqu'à présent, quand même, l'homme s'est pas mal débrouillé. Donc la transformation numérique à laquelle on assiste aujourd'hui et qui s'accélère avec cette crise du Covid, c'est un ennemi ou un allié au service d'une entreprise plus responsable? C'est indubitablement un allié. Ouais. Je suppose qu'il y a des limites, ou je suppose qu'il y a il y a toujours un moment où il faut vérifier si c'est mieux ou moins bien. Le numérique ne va pas remplacer les contacts humains, hein, on a toujours besoin des contacts humains. Moi, je vois bien dans certaines entreprises avec lesquelles je travaille, il y a le télétravail, et puis de toute manière, à un moment donné, les gens ont envie de se retrouver dans les bureaux pour Bien essayer de créer précisément une atmosphère conviviale et même un peu plus féconde quelquefois, en idées et en projets. Dans le monde dont vous rêvez, que vous souhaitez, que vous imaginez, est-ce qu'il faut que cette transformation numérique, cette révolution digitale, elle soit régulée? Et si oui, comment? Ça n'existe pas d'activité qui ne soit pas régulée. Ce que je pense, personnellement, c'est que nous sommes en retard d'une gouvernance mondiale, en quelque sorte, sur les problèmes mondiaux. Nous avons des problèmes mondiaux. Vous aviez fait un sommet, le Global Summit en 2015, je crois. Oui, bravo, oui. Ça avait très bien marché. Sur, justement, cette croissance qui serait compatible avec le développement durable. Pourquoi vous ne recommencez pas? Parce que c'est le moment. Oui, vous savez, à un moment donné, je pense que pour tout d'un coup sortir sur la scène politique ou sur la scène mondiale ou autre, il faut avoir beaucoup travaillé pour être prêt et pour vraiment avoir beaucoup de choses à dire. Bon, donc en ce moment, je suis en train de travailler et puis attendez quelques instants, ça va venir. Ça va venir pour avancer dans ce sens-là. S'il faut une régulation, il y a eu des sommets mondiaux dont vous parlez, s'il faut une régulation, on se pose tous la question, vous avez été homme politique, donc vous connaissez ce dilemme, est-ce qu'il faut des incitations ou carrément passer au stade supérieur et des obligations, voire des sanctions? Alors, il faut sans doute les deux. Les incitations sont quand même beaucoup plus agréables. Hein. C'est mieux de gagner plus ou d'avoir une récompense en quelque sorte si vous faites quelque chose de bien. Mais moi, je peux vous donner quelques exemples de produits chimiques. Je serais très content qu'on les interdise. Donc, lesquels, par exemple? Non, mais par exemple, vous avez certains pesticides, vous avez des perturbateurs endocriniens. Vous savez combien il y a de produits chimiques qui sont inventés chaque jour et qui sont dans le brevet, enfin, qui sont déposés en quelque sorte à l'Organisation américaine de la chimie. 15 000 par jour. Voilà, 15 000 par jour. C'est là que vous voyez que si vous n'avez pas l'intelligence artificielle et le numérique, vous n'y arriverez pas. Il y en a tellement, quoi. Et le problème, c'est qu'ils interagissent. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Donc là, là, il y a manifestement à intervenir quelquefois un peu plus, quoi. Bon, mais si on peut, et on ne peut y arriver que si on sait davantage, si la connaissance nous est donnée, et elle ne nous sera pas donnée s'il n'y a pas des entreprises qui nous aident à traiter toutes ces données qui sont vraiment tellement nombreuses. Donc voilà, je suis à la fois tout à fait optimiste parce que je suis un admirateur en quelque sorte de l'innovation et de l'ingéniosité humaine. Bon, et en plus, j'adore cette idée que grâce au numérique, on peut rester chez soi et en même temps, on peut être au Groenland, on peut être ailleurs, enfin, extraordinaire, et on peut discuter avec des types qui sont à je ne sais combien, en Sibérie. Bon, ça, c'est quand même formidable. Bon, en même temps, après le Covid, on voit bien qu'il y a une espèce de tendance contradictoire. Il y a d'un côté, les gens veulent rester davantage à la maison, un peu la souveraineté alimentaire, on ne va pas dépendre de je ne sais où, et en même temps, on voit bien que regardez la science en ce moment, l'extraordinaire progrès qu'on fait pour le vaccin sur le Covid. Jamais on a pu
connaître autant de choses sur ce virus que depuis un an. C'est extraordinaire comme les scientifiques travaillent ensemble, comment ils communiquent ensemble. Et ça, c'est un mouvement totalement irréversible. Donc, si vous voulez, la mondialisation, moi, je pense que de toute manière, elle ne va pas s'arrêter. Simplement, on va essayer de l'apprivoiser davantage, on va essayer de faire participer davantage, d'en faire profiter Alors, davantage. justement, vous parlez de participation, on a parlé de responsabilité des entreprises, mais enfin, tout ne repose pas non plus que sur leurs épaules. Il y a aussi notre responsabilité individuelle à nous, en tant que clients, en tant que consommateurs. Comment on fait pour s'y retrouver face à cette transformation numérique ? Alors d'abord, il y a la politique quand même. Les élus et les gouvernements ont des responsabilités, c'est eux qui font des lois quand même, donc ils ont des clés. Et les entreprises, souvent, elles sont passées, c'était le sommet de 2015 que nous avions organisé, les entreprises ont dit, écoutez, on est parfaitement capable de faire ce que vous dites, on est parfaitement capable d'aller à zéro émission, mais c'est vous qui avez les clés, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas un prix au carbone, si vous, etc., on n'y arrivera pas, on ne va pas investir dans l'énergie solaire si l'autre est beaucoup moins cher, etc. Donc il y a ce partage. Et puis, il y a en effet, comme vous dites vous-même, les personnes, les familles, le choix du consommateur, comment on veut vivre. Voilà. Bon, alors évidemment, là, c'est plus on a besoin des trois. On a besoin des trois. Vous savez, le consommateur individuel, il ne peut pas tout faire. Mais peut-être qu'il peut choisir une voiture comme ci, comme ça, etc. Maintenant, vous avez la voiture électrique qui est en train de se développer. C'est une très, très bonne chose, à la condition que les gouvernements nous mettent des stations de recharge partout, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Et donc, voilà, le travail, c'est pour chacun. Donc, les constructeurs automobiles font des voitures électriques, et numérisées très largement. Ouais. Les gouvernements mettent des stations de recharge, et puis les individus, les personnes, ils vont acheter la voiture, ils vont choisir de l'avoir ou pas. Et ce Covid, à ce que j'entends, vous le voyez, au-delà des ravages que cela fait, bien évidemment, comme une opportunité formidable pour les politiques, pour les chefs d'entreprise, pour les scientifiques, pour les chercheurs dans le numérique, d'avancer encore plus vite, parce qu'il y a urgence. Pour les chercheurs, absolument. Ouais. Pour la recherche du vaccin, c'est vraiment absolument urgent. On sait que ça vient du défrichement des forêts tropicales ou des choses de ce genre-là, parce qu'on a été dérangé des chauves-souris qui ensuite sont venues, etc. Donc on sait à peu près que maintenant il faut qu'on fasse attention. On peut en avoir d'autres. Donc on sait qu'il faut s'organiser mieux. Il faut qu'il y ait, par exemple, dans l'Union européenne, au moins que l'on sache que les aéroports, on les surveille ou pas. Enfin, des choses toutes bêtes qu'on a oubliées. On a bien vu avec les masques, les tests, mon Dieu, c'est pas si simple à organiser. Donc oui, on a besoin d'avoir des gouvernements plus agiles et peut-être davantage aidés par le numérique. Parce que peut-être que le numérique, le dernier endroit où il va arriver, c'est l'administration de l'État. Donc il faut en quelque sorte former un peu tout ce petit monde-là. Bon, il faut pour ça se projeter dans le futur. Et j'ai lu que votre engagement pour l'écologie datait du premier pas sur la Lune. Oui. Est-ce que c'est vrai C'est déjà ? vrai, oui. C'est du premier pas sur la Lune, parce que tout d'un coup, on a vu des petits Kodak, des petites photos comme ça de la planète Terre. On n'avait jamais vu ça. Et puis tout autour, c'était noir. Et, Bon, donc, sur la Lune, en plus, il n'y avait rien de vivant. Donc, si vous voulez, les cosmonautes, quand ils sont redescendus, ils ont dit « Mais attention, on voit de là-haut, on voit les forêts qui brûlent. De là, on voit les marées noires, on les voit de là-haut, etc. » Donc, ils ont dit « Attention, faites très attention à ce trésor, la planète. » Donc, c'est là que je me suis dit « Mais oui, c'est ça le plus important. » On sortait de 68. Et donc là, tout d'un coup, il y a une super cause. Et puis le deuxième déclic, c'est la bicyclette. Parce qu'il y avait un président de la République, je n'ose pas dire son nom, qui voulait adapter... Oh bah allez-y. Pompidou. Il voulait adapter la ville à l'automobile. Adapter la ville à l'automobile, mais quelle idée folle. Pas du tout, il faut que ce soit l'automobile qui s'adapte à la ville. C'était l'inverse. Et à ce moment-là, si vous voulez, on s'est bagarré contre les projets d'autoroute urbaine. On devait faire une autoroute sur la rive gauche, on devait faire une autoroute qui s'appelait la Radiale vers Saint-Historique. On a gagné. On n'a pas fait ça. Ça y est, pour ça, on a gagné. Et la bicyclette électrique, je dois dire, est en train de se développer partout et devient la reine des villes. Merci d'être venu sur notre plateau, nous apporter votre regard, ce recul aussi sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment et sur ce qu'on aurait tous envie de vivre demain. Merci infiniment, Brice Lalonde, d'être passé nous voir ici dans Way of Trailblazer. Merci Charlotte de votre invitation. Rien n'est permanent, sauf le changement. Tiens, les Trailblazers ne datent pas d'hier. Héraclite d'Éphèse, 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas le changement, en fait, qui est nouveau, c'est sa fréquence. Et depuis la pandémie, on peut dire
que ça cavale. Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale, et c'est ici que vous allez rencontrer ces aventuriers qui vous fascinent, vous font envie peut-être, ceux qui ont changé de route, bifurqué, parfois tout plaqué. Pourquoi, comment qu'ont-ils à nous apprendre? Et c'est Quentin Périnel qui est allé les dénicher. Bonjour Quentin. Bonjour Charlotte. Et bienvenue Ah, merci. dans l'équipe. Je suis ravi d'être accueilli aussi chaleureusement. Tu es journaliste, le monde du travail, c'est ton champ d'exploration. Tu viens notamment de publier un livre aux éditions du Cherche Midi. Et si on parlait de mes succès, titre presque trompeur, parce qu'en fait, au cœur de succès, ce qui t'intéresse, c'est plutôt les échecs ou tout du moins les parcours. Absolument. Ce qui Ouais. m'intéresse, c'est les déconvenus que des gens qui sont aujourd'hui infiniment connus, très successful, à un moment donné, ils ont courbé les chines comme tout le monde. Ça montre, ce livre en fait, c'est une espèce de petite récréation littéraire au pays de l'échec qui montre que même les grands de ce monde, parfois, se plantent. Ça arrive absolument tout le monde. C'est pour dédramatiser un tabou qui est bien français. Et donc, ton premier invité que tu as choisi pour illustrer ce thème. Alors c'est Stéphane Marchand qui est mon premier invité. Vous avez été journaliste, grand reporter, chroniqueur, rédacteur en chef dans différents médias et vous êtes fraîchement nommé directeur délégué général de l'Institut du capitalisme responsable auprès de votre directrice générale. Désormais, vous avez une nouvelle vie depuis quelques semaines en entreprise. Comment se passe ce changement, ce pivot assez énorme finalement dans votre vie professionnelle? Alors, c'est à la fois très important et en même temps, d'une certaine manière, pour paraphraser le président de la République, il y a des choses très communes. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, je dirige un institut qui s'appelle l'Institut du capitalisme responsable. C'est un centre de recherche qui réfléchit à l'avenir de l'entreprise et à la manière que l'entreprise peut utiliser pour devenir plus responsable. Dans sa création de valeur, dans son partage de la valeur, dans la gestion des salariés, dans la gestion des fournisseurs, dans la gestion des exportations, dans l'utilisation des producteurs. C'est ça, l'Institut du capitalisme responsable. Ça consiste à réfléchir, à faire réfléchir des gens en commun pour produire des idées neuves. Quand j'étais journaliste, j'avais des gens autour de moi qui réfléchissaient en commun pour produire des idées neuves. Évidemment, dans un cas, je produisais un journal, dans l'autre cas, je produis des recommandations qui sont faites aux entreprises. Mais reconnaissez quand même, Quentin, que les deux choses sont très proches. Donc c'est à la fois un changement considérable, visuellement, et en pratique, ça fait vraiment appel de ma part à peu près aux mêmes compétences. Sauf que, si je peux me permettre, il y a des années qui se sont passées et que dans ces années-là, il y a eu une révolution technologique, numérique. Elle vous a porté, elle vous a aidé ou au contraire, vous avez eu du mal? La révolution numérique par rapport à la presse est une révolution absolument majeure. Et c'est pas tellement moi qu'elle a gêné, c'est plutôt la presse en général qu'elle a déstabilisé, et la capture de l'information. Mais il y a une différence entre l'information et la presse. L'information, je dirais, a profité de la révolution digitale. La presse souffre de la révolution digitale. Ouais, Charlotte a raison de pointer le doigt sur la révolution digitale. Est-ce que la révolution digitale, ça permet de changer de vie professionnelle plus facilement dans l'ensemble des aventures professionnelles? Est-ce que vous trouvez que c'est plus simple grâce au digital? En tant que consommateur d'informations, en tant que chercheur d'informations, oui, c'est beaucoup plus simple. En revanche, si vous avez besoin de manifester des compétences digitales réelles, d'être capable d'entrer dans le fond de la machine digitale, par exemple d'entrer une ligne de code dans un iframe, pour employer un terme pédant et jargonneux pour vous impressionner, eh bien là, à ce moment-là, ça devient très difficile. Et c'est très, très discriminant pour les gens qui n'ont pas été formés à ça. Alors votre grande ambition à la tête de cet institut du capitalisme responsable, vos premiers chantiers là pour les semaines, les mois à venir, c'est quoi, toujours avec évidemment le spectre, le fantôme du Covid qui est tous autour de nous? Alors d'abord, le Covid a été un marqueur et un révélateur considérable du besoin que l'entreprise a de travailler avec d'autres gens. En fait, le capitalisme responsable, c'est pas le capitalisme des entreprises. Le capitalisme responsable, c'est un jeu à trois. Les entreprises, l'État, la collectivité au sens large, parce que dans le capitalisme responsable interviennent des choses très importantes, comme par exemple l'éthique, comme par exemple le droit, comme par exemple
la santé désormais, qui devient capitale après la crise du Covid. Tout cela est évidemment pas géré par l'entreprise elle-même. C'est quelque chose qui lui est apporté par la collectivité et aussi qui lui est demandé par la collectivité. Et le troisième acteur, ce sont les investisseurs, les gens qui mettent des capitaux dans les entreprises et qui seraient bien inspirés de flécher leurs capitaux vers les entreprises responsables plutôt que vers les entreprises irresponsables qui restent majoritaires. Donc c'est un jeu à trois et c'est ça en fait. Le but que nous avons avec la présidente de l'Institut du capitalisme responsable, c'est d'installer cette idée que c'est un jeu à trois, il faut avancer ensemble tous les trois. C'est une proposition politique, voilà, c'est une proposition politique au bon sens du terme politique. En août, le JDD a publié une tribune, un appel qui a été signé par 9 grandes entreprises, Nexity, la SNCF, Mazars, je ne les cite pas toutes, qui s'engagent pour l'égalité homme-femme, justement. Si on prend le pouls de cet engagement, Stéphane Marchand, aujourd'hui, vous trouvez que les entreprises font suffisamment ou alors qu'il y a encore un gap énorme de progrès à faire ? Alors, les entreprises ne font pas du tout suffisamment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lois, notamment la loi Copé-Zimmermann, qui ont obligé les entreprises à faire des efforts chiffrés au niveau du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, c'est-à-dire l'instance suprême qui gouverne l'entreprise. En revanche, dans les comités exécutifs, c'est-à-dire l'instance qui dirige l'entreprise, là, l'égalité n'est pas du tout au rendez-vous dans beaucoup d'entreprises françaises. Et quant aux postes de responsabilité sous le poste de direction générale, je dirais que la différence est encore plus forte, mais finalement le problème est plus complexe que ça. Vous avez des entreprises où il n'y a finalement que des femmes, et en général, malheureusement, ce sont des entreprises où les salaires sont plutôt plus faibles qu'ailleurs. Donc, en tout cas, si on parle des organes de direction, la route sera encore longue. Merci infiniment Stéphane Marchand d'être venu chez Way et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. De la même façon qu'on peut dire que derrière chaque grand homme, il y a une femme, on peut dire que derrière chaque succès, il y a une plantade, une glissade, le faux pas, l'erreur, la sortie de route, le mauvais jugement ou bien tout simplement des doutes. Les aventuriers de la tech, vous le savez bien. Vous vous demandez sans doute comment ces aventuriers réagissent, comment ils s'adaptent. La réponse ici, vous êtes sur Way, le média de l'aventure digitale. Et on s'est dit qu'écouter ces hommes et ces femmes qui savent rebondir, eh bien, ça pouvait vous rassurer et vous être utile et vous servir. Et aujourd'hui, avec nous, Marc Levernois. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être venu nous voir pour nous raconter votre histoire. Vous fondez il y a quelques années 3h18. On va parler de cette société dans un instant. Mais pour vous, le Covid et le confinement, ça a été ce qu'on peut appeler un crash, en tout cas un coup d'arrêt brutal. Et on a envie d'entendre cette histoire. En 2019, vous montez donc, après plusieurs années en tant qu'entrepreneur, votre société, 3h18. Pourquoi 3h18 d'abord et quel est le concept ? Alors, d'abord 3h18 parce que, d'après Ipsos, c'est le temps qui manque aux chefs d'entreprise quotidiennement à cause des tâches administratives. Donc moi qui voulais aider les patrons de petites entreprises, je me suis dit que ça serait intéressant et une bonne idée de s'appeler 3h18. Alors le concept de 3h18, puisque vous me posez la question, c'est simple, c'est l'externalisation administrative à la carte pour les petites entreprises. Et c'est un moyen de se débarrasser très facilement de tout ce qui est chronophage. Et ça, c'était la bonne idée, ça a démarré très fort, sauf que quelques mois seulement après, le Covid. Et là, vous perdez tout en une semaine ? Quasiment tout. C'était vraiment une semaine de sidération. Les clients nous annonçaient arrêter leur contrat quotidiennement. On était submergé par des appels. On est pris évidemment par mille et une choses qu'il faut régler en même temps. Et oui, ça a été vraiment... les premières semaines ont été très difficiles. Et vous, en tant qu'entrepreneur, à ce moment-là, vous vous dites quoi ? Qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Il passe beaucoup de choses, il m'est passé beaucoup de choses par la tête, mais j'ai commencé par d'abord me préoccuper de mes clients, de mes intervenants,
de savoir comment ces missions allaient se poursuivre, s'interrompre, de gérer vraiment le quotidien. Quand on est dans une entreprise qui accélère, on est déjà dans la projection. Et mon rôle a beaucoup été de me projeter, de prévoir l'avenir, de prévoir le coup d'après. Et là, tout Non, mais d'un ça, coup, vous le dites maintenant, mais sur le moment, vous n'avez pas eu peur? Il y a quand même un moment de panique. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, je suis foutu? voilà, c'est exactement ça, c'est qu'à un moment donné, on arrête de prévoir et on s'occupe de ce qui se passe dans l'heure. Et donc, on gère l'urgence, on gère le quotidien et on s'occupe de ses clients, on s'occupe de ses collaborateurs, on s'occupe de sa trésor et tout ce qui roulait, tout ce qui tournait devient un problème urgent. Vous vous confiez à quelqu'un à ce moment-là, une personne de confiance, parce que ça marche aussi comme ça entre entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage à qui vous dites, c'est la panique, qu'est-ce que je peux faire? Oui, alors d'abord ma femme. Ouais. C'est clair que j'ai la chance d'être vraiment bien entouré. Mais il y a quelqu'un aussi dans mon entreprise qui s'appelle Gwenaël, qui est la responsable des opérations, qui a vécu cette crise comme moi, avec moi, qui avait tous nos intervenants, tous les clients au téléphone. Et donc voilà, on a partagé ça. Et je pense qu'il y a une chose. Elle vous dit quoi? Elle vous dit, on s'accroche, on y va? Elle vous dit, moi aussi j'ai peur? Quel dialogue vous avez à ce moment-là? On s'est dit, on a peur. Et Ouais. je pense que c'est l'une des choses peut-être que je retiens, c'est que vous savez, quand on est chef d'entreprise, on a tendance à positiver. On a toujours tendance à voir les choses de façon, ça ira mieux demain. On est là aussi pour faire bonne figure devant ses collaborateurs, devant ses fournisseurs, devant ses banquiers. Et là, on s'est dit, mais on a vraiment peur, comment on va faire? Et je pense que de mettre des mots et d'être dans l'authenticité dans ces moments-là nous a aidés déjà à pointer du doigt quel était le problème et puis à se dire, ben, voilà, on va trouver la ressource pour s'en sortir. Alors la ressource, justement, vous avez quand même, rappelons-le, un profil solide, vous sortez d'HEC, vous avez passé des années chez Numen, vous n'êtes pas un blanc-bleu des affaires. Alors à ce moment-là, dans votre tête d'entrepreneur et dans ce que vous avez pu apprendre dans votre parcours, où est-ce que vous allez chercher les solutions? Elles sont où, les ressources? Alors, une chose que j'ai vraiment appris, en particulier dans mon parcours de dirigeant de société de services et de SN, c'est vraiment d'aller tout de suite écouter ce qui se passe chez les clients. Donc moi, j'ai vraiment tout de suite été voir les clients. Alors, on pouvait plus se déplacer, mais on a beaucoup interrogé nos clients pour savoir si cette interruption était définitive, si elle n'était pas définitive. Et petit à petit, on a commencé à voir poindre des besoins. Et donc, de ce moment de sidération... C'était quoi les besoins? Ils vous disaient quoi à ce le moment-là? premier besoin qui a commencé à poindre, c'est on n'a pas le temps de faire nos PGE, on n'a pas le temps de faire l'administratif qui nous permet d'aller chercher des subventions, on a besoin de cash, aidez-nous. Donc vous avez changé votre façon de fonctionner. Donc du coup. on a ouvert une nouvelle offre, on a créé de toutes pièces une nouvelle offre et on a commencé à aider nos clients à faire les formalités administratives et financières qu'il fallait qu'ils fassent pour eux-mêmes pour survivre. Oui, mais là, il faut aller vite. Vous aviez la ressource humaine pour le faire, pour répondre à cette demande aussi vite? On l'a fait avec des partenaires, on l'a fait avec des experts comptables qui nous aident, on l'a fait avec des gens qui sont dans notre écosystème. Et c'est là qu'on compte ses amis, c'est là qu'on compte ses partenaires. Et on a beaucoup travaillé pour recréer ces offres. C'est hyper important d'être très entouré. Est-ce que ça vous a donné des idées aussi pour votre business en disant, bah, tiens, là, ça m'a appris que peut-être il fallait que je fonctionne autrement ou que je développe un nouvel outil? Alors, ça nous a donné des idées sur des nouveaux services. Vous savez, nous, notre métier, c'est de réaliser toute l'externalisation administrative d'une petite entreprise, sa comptabilité, sa facturation, son recouvrement, puis de mettre en place des bonnes pratiques, puis de l'aider à la digitalisation de son entreprise. Donc, c'était ça le plan de marche. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, le sujet numéro 1, en tête de pile de toutes les priorités, c'était de relancer le business. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé notre orientation et on a développé des services pour aider les petites entreprises à relancer leur business. Donc, c'est quoi? C'est relancer leur devis, relancer leurs propositions, remettre en route leur CRM, mettre en place les outils digitaux pour les aider eux-mêmes finalement à s'en sortir. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait et on a commencé à faire pivoter la société vers ces nouveaux services à partir du mois d'avril. Donc en fait, vous avez réorienté votre société. On n'a pas abandonné complètement notre ADN et notre intuition, notre vision initiale. On a complété l'offre, peut-être d'un point de vue tactique plus que stratégique, parce que pendant ce moment-là, c'était ce qu'attendaient nos clients. Est-ce que c'est une bonne leçon, finalement, entre guillemets, ce Covid? Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement?
Bon, d'abord, pour 3h18, je tire comme enseignement que la variabilité, la flexibilité que l'on offre, elle marche quand on est en forte croissance, et donc nos services permettent, en évitant de recruter, d'augmenter le recours à ce type de service. Mais ça marche aussi quand on diminue, parce que nos clients s'en sont bien servis et ont profité finalement de cette flexibilité. Donc ça, c'est quand même la preuve que la promesse, elle marche dans les deux sens. Ensuite, ce qu'on en a ressorti, c'est qu'on est capable finalement de créer des offres tout en marchant, en écoutant nos clients, avec nos partenaires, avec notre écosystème. Et finalement, on est capable de produire des nouveaux services très rapidement. Donc une plus grande agilité. Une plus grande agilité. Et ça continue, vous en êtes où aujourd'hui comment elle s'en sort, votre société? À partir du mois de juin, on a regagné nos premières affaires. On a perdu presque 40% de tout notre chiffre d'affaires. Fin août, on avait retrouvé le même niveau que le niveau du mois de mars. Et là, on est vraiment en pleine accélération. Donc, je dirais que pour l'instant, ça tient. Vous vous dites quoi? Ouf? Ouais, je me dis ouf parce que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave. Mais il faut continuer à s'accrocher parce que c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Et puis, il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à inventer. Mais ce que je retiens, c'est que ceux qui m'ont permis de sortir de tout ça, outre les personnes qui sont proches de moi, ce sont mes clients, ce sont mes partenaires. En les écoutant, c'est eux qui m'ont mis sur la voie pour en sortir plus vite. Est-ce que la technologie vous a aidé à vous réinventer et à réagir aussi vite? Est-ce qu'il y a des outils qui vous ont été particulièrement utiles? Alors, bien sûr, tous les outils qui permettent de travailler à distance, parce que externaliser sa gestion, son administratif, ses ressources humaines peut se faire partiellement à distance, mais on a beaucoup travaillé sur des outils de simulation de trésorerie. Par exemple, tous les outils de type plateforme qui améliorent la gestion nous ont aidés à rentrer dans les entreprises, à augmenter la valeur de ce que l'on proposait. Et donc oui, on a vraiment profité du digital de ce point de vue-là. Ouais. Merci Marc d'être venu partager cette expérience d'entrepreneur qui, j'imagine, parle à beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont traversent ou vont encore traverser des temps difficiles, secoués, où, c'est ce que je retiens, il faut faire preuve d'agilité et puis tenir le coup, tout simplement. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci beaucoup. Ah, la data, les données, les informations numériques et le big data, l'explosion quantitative, le stockage d'un nombre indicible de ces données. Ça vous fait peur? Ça vous donne le vertige? C'est normal. C'est vrai que ça nous semble abstrait et pourtant c'est partout dans votre vie quotidienne, dans vos achats, dans votre géolocalisation, vos réseaux sociaux. Eh bien, on en parle ici. Bienvenue sur Way, le média de l'aventure digitale. Alors, elles vont où ces données? Qui s'en sert? Et pourquoi? À quelle fin? N'ayez pas peur. Ce n'est pas Jean-Paul II qui vous parle, mais bien nous. Et Rand Indy, que j'ai le plaisir de recevoir ici, il est là avec nous. Vous allez voir, c'est une chance parce qu'avec lui, on comprend tout. Bonjour Rand. Bonjour. Entrepreneur, fondateur de Zama. Spécialiste de l'intelligence artificielle et du chiffrement. Donc, en gros, le meilleur placé, très bien placé en tout cas, pour nous expliquer peut-être en quelques mots ce qu'est justement cette data. Mais avant, je voulais remonter dans votre enfance parce qu'il paraît que quand vous aviez 10 ans à peine, vous avez failli vous électrocuter en démontant une PlayStation, c'est vrai? Ça, je pense que j'avais 7 ans. 7 ans. Bon. À 10 ans, en fait, c'est quand j'ai appris à coder les ordinateurs, justement parce que ma mère en avait marre que je m'électrocute en démontant des choses. Donc elle m'a dit, il vaut mieux écrire du code et le casser que de casser les machines et s'électrocuter. Mais qu'est-ce qu'on comprend de ce monde-là quand on a cet âge-là? Qu'est-ce que vous cherchiez? Je cherchais en fait une façon de mettre un petit peu, de concrétiser les idées que j'avais en tête. Et c'était au tout début de l'Internet, on parle des années 90. Et je me souviens qu'à 14 ans, avec un copain, on avait monté un réseau social, donc en 1999, c'était vraiment il y a super longtemps. Et qu'à l'époque, déjà, on se posait des questions de data, des questions de protection de ces data, parce qu'on avait tous les messages que les gens s'envoyaient entre eux sur le réseau social. Ah bah justement, nous, la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut protéger ces données personnelles? Alors oui, absolument. Quand on parle de vie privée, il faut distinguer ce qui est acceptable de faire avec la data, Ouais. ce qui est une question de philosophie, de culture, de réglementation,
de qui peut avoir accès à la data, qui est une question de technologie. Les nouvelles technologies de chiffrement permettent aujourd'hui de garder la donnée cryptée en permanence, même quand on est en train de l'analyser pour offrir un service. Vous voulez dire même les nôtres, ce qu'on met comme... on pourrait mais tout chiffrer absolument. si on voulait? Aujourd'hui, la technologie existe, Elle existe. pour qu'Internet, dans son ensemble, soit crypté de bout en bout en permanence. Et là, on parle véritablement de protéger l'accès à la data, pas d'en empêcher son utilisation. Donc on n'enlève aucune opportunité aux entreprises d'exploiter ces données, on enlève juste le risque que quelqu'un y accède de manière illégitime. Alors justement, il faut replacer la data dans ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est un outil qu'on utilise tous les jours à des fins positives, utiles, avec des applications pratiques. Mais bien évidemment, on voit par exemple l'intelligence artificielle nécessite de la data, parce que c'est à partir de la data que l'IA apprend ce qu'elle apprend. On s'en sert dans l'analyse génétique, on s'en sert dans la recherche contre le Covid. On en a besoin tous les jours, en fait, Non, finalement. mais on la s'en data. sert même pour faire dans la radiologie, par exemple. Il y a plein d'exemples d'applications bénéfiques, concrètes dans la vie Quand on courante. fait une recherche sur Google, les résultats sont pertinents parce qu'ils ont de la data. Quand on achète un produit sur Amazon, les recommandations sont pertinentes parce qu'ils ont de la data. On ne peut pas faire sans data. Vous dites d'ailleurs, au réveil, je me dis parfois que le monde, dans 20 ans, peut être détruit, ou au contraire un monde d'abondance où l'on n'aurait aucune limitation, et j'essaye juste d'apporter quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, ça s'appelle l'équilibre, finalement, dans l'utilisation de tout ça? Ce que j'essaie d'apporter, c'est une façon pour tout le monde d'utiliser la technologie sans avoir besoin de se soucier des conséquences sur leur vie privée. Parce que si on a tout le temps ce frein à l'adoption de la technologie, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne connaît pas trop les conséquences, on nous cache un peu des choses, finalement, on n'utilise pas la technologie autant qu'on pourrait pour résoudre les problèmes auxquels on fait face. Je suis de l'avis qu'aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas avoir moins de technologie. La technologie, elle est faite pour rester. Et il faut au contraire trouver des moyens d'en utiliser encore plus pour résoudre les problèmes du futur. Et pour ça, il faut qu'on se sente en sécurité quand on le fait. Donc, on n'a plus raison d'en avoir peur. N'ayons plus peur des datas. Finalement, c'est un message rassurant et même un message d'espoir que vous nous donnez aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les données parce que les choses qui nous font peur aujourd'hui ne sont pas obligatoires dans le futur. Merci beaucoup, Randine Di, Merci. d'être venue nous expliquer tout cela ici sur Way. Merci. Merci. Mon apprentissage n'a d'autre fruit que de me faire sentir combien il me reste à apprendre. Montaigne, 16e siècle, et il n'avait pas d'ordinateur. Bienvenue sur Way, le média de l'aventure digitale. À Davos, en 2018, le rapport The Future of Jobs nous disait que la moitié des salariés auront besoin de se recycler rapidement d'ici 2022 et un quart des salariés de l'OCDE se déclarent en décalage par rapport aux compétences requises dans leur job actuel. En un mot, le besoin est là et l'offre ne répond pas. Pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, on va vous parler justement de formation, d'éducation, d'apprentissage avec Sophie Vigée. Elle est la directrice générale de l'école 42. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Charlotte. Bienvenue sur Way, et c'est Svenja Busson qui va nous emmener et vous emmener à la rencontre de Sophie Vigée. Vous connaissez Svenja ? Non, pas encore. Bonjour Svenja, bienvenue dans l'équipe. Bonjour, merci. Et bienvenue à bord. Tu es la fondatrice de l'accélérateur de start-up Learn Space. C'est bien ça, véritable exploratrice au sens propre, hein, parce que tu as fait un tour du monde des pédagogies innovantes. Tu es une intarissable avocate de l'apprentissage, de la formation, de l'innovation. Auteur de Exploring the Future of Education. Svenja, tu es donc la mieux placée pour parler de formation. Et puis, je te laisse discuter avec Sophie Vigée. Merci Charlotte. Bonjour Sophie. Bonjour Svenja. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui sur ce plateau parce qu'on va parler de 42, l'école que tu diriges, qui est une école absolument incroyable. Moi qui ai fait le tour du monde, j'ai vu plein d'écoles, mais cette école-là, elle est vraiment canon, surtout au niveau de la pédagogie que vous avez mise en place. Et je pense que ça peut être une vraie inspiration pour plein d'autres écoles et de centres de formation et même des entreprises qui forment tout au long de la vie.
Et donc, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de la pédagogie de 42. Comment on apprend et qu'est-ce qu'on apprend exactement? Alors, peut-être avant de parler de la pédagogie, juste quelque chose de particulier à 42, c'est juste de rappeler que c'est une école qui est complètement gratuite, qui est accessible sans condition de diplôme et sans condition d'âge non plus. Donc, ça nous permet d'avoir une grande diversité de publics. Et ensuite, vous l'avez dit parfaitement, c'est qu'on a une pédagogie très particulière qui est la pédagogie dite du peer learning. Alors, c'est très déstabilisant parce que c'est une pédagogie où il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de MOOC, il n'y a rien du tout qui s'apparente à ça. Alors voilà, la question souvent c'est, merde, du coup, ils apprennent comment les étudiants et les étudiantes? Eh bien en fait, nous, notre travail, ça a été de créer des projets, des exercices qui vont aller d'une difficulté croissante et les étudiants vont être confrontés à ces exercices et vont devoir les résoudre. Et Pour les au résoudre, final, apprendre quoi? C'est une école de code. Voilà, C'est vraiment codage de pur. développement informatique. Après, le développement informatique, on va le retrouver un petit peu partout, en fait, dans la cybersécurité, mais on peut aussi après aller vers des métiers de direction, même de mélanger du marketing et du code. Enfin bref, il y a beaucoup de débouchés. Et donc, en fait, pour pouvoir résoudre ces problèmes, ils vont pouvoir chacun créer leur propre cadre d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller discuter avec quelqu'un, trouver une solution, essayer un morceau de code, lire un bouquin, un manuel bien évidemment, regarder des vidéos. Il y a plein de manières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que contrairement à un apprentissage, vous avez un professeur qui vous montre comment résoudre un problème. Vous pouvez être certain que tout le monde va évidemment prendre cette manière-là. Mais là, vous pouvez avoir autant de manières différentes qu'il y a d'étudiants pour résoudre une problématique. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que ça développe des compétences, outre bien sûr les compétences techniques qu'on va apprendre, la capacité de collaborer, de communiquer, de développer son sens critique, sa capacité aussi à résoudre des problèmes, l'empathie, le respect, la solidarité, parce que les étudiantes et les étudiants comprennent vraiment que l'autre, c'est une ressource. Et juste quand vous disiez ça peut être quelque chose de bien pour les autres formations, ça peut être quelque chose de super à l'éducation nationale. Et d'ailleurs, on a toqué à la porte de Blanquer pour pouvoir mener une expérimentation auprès des CM1, CM2, non seulement pour apporter le code à l'école, mais pas que le code, la littératie numérique aussi, apprendre à chercher de l'information, la vérifier, comprendre qu'est-ce qu'on fait de son image sur Internet. Donc pouvoir être surtout des citoyens et des citoyens en capacité d'être citoyens plus tard. Donc mettre sur un pied d'égalité tous ces jeunes, donc sans décalage entre ceux qui ont les moyens d'avoir un ordinateur ou pas, ou les stéréotypes concernant les petites filles, et aussi, par ce petit cheval de Troie, développer une autre forme de pédagogie. Super, super. Ce que j'adore dans cette pédagogie, c'est que justement, ça montre qu'en étant acteur de son apprentissage, avec l'apprentissage par les pairs notamment, on apprend mieux, on apprend plus efficacement, et la recherche le montre, la recherche en neurosciences cognitives le montre, donc c'est vraiment top, quoi. Ouais. Toutes les institutions éducatives, universitaires et même en entreprise, évidemment, devraient s'en inspirer, selon moi. En fait, il y a un exemple très simple, et c'est surtout que, en effet, ça respecte complètement la manière dont le cerveau fonctionne et le cerveau humain, et en fait, vous regardez, l'être humain, il a une volonté, une soif d'apprendre. Un petit, un bébé, il a envie de se lever, il a envie de marcher. Donc, il n'y a pas besoin de lui dire un jour, tiens, tu vas commencer maintenant à te lever, à marcher. On ne lui demande pas de marcher de la même manière que les autres bébés, ni exactement à la même vitesse. Et surtout, quand il tombe, on ne voit jamais des parents faire « t'es complètement nul, c'est pas possible, faute, tu n'y arriveras jamais ». Et tout ça, ça change arrivé à l'école. Et bizarrement, du jour au lendemain, on te dit, t'apprends ça, tu l'apprends maintenant, tu l'apprends à cette vitesse-là, tu l'apprends comme ça. Et tout ce savoir-là, en fait, tu n'y as pas accès parce que tu n'es pas encore assez grand. Et en fait, ça déresponsabilise de l'envie d'apprendre. Et donc là, c'est avec ça qu'on renoue. Et ce qui est génial, c'est que c'est un vrai changement philosophique aussi sur soi-même. Ça réconcilie, ça soigne un peu la mauvaise estime qu'on pouvait avoir justement, ou que pouvaient avoir certaines étudiantes, certains étudiants avant d'arriver à 42, et ça les rend responsables de leur vie. Génial, merci beaucoup. Je sais qu'un autre de vos chevaux de Troie, c'est la féminisation de la tech et de rendre en fait accessible la tech et le code aux filles, aux femmes. Et donc j'aimerais savoir comment ça se passe à 42. Combien de pourcents de femmes vous avez et surtout comment rendre en fait le code plus accessible, plus attractif pour les femmes. Alors, c'est une vraie difficulté. Alors, il y a plusieurs choses à vous répondre. Alors, le premier point, c'est à 42, quand je suis arrivée, il y a 2 ans, il y avait 14% de femmes, ce qui était déjà pas mal comparé aux autres formations informatiques, ce qu'on tourne parfois autour du 5%, 4%, c'est vraiment très faible. Et avec toutes les actions qu'on a mis en place avec mes équipes formidables, on a réussi 1 an après à faire plus 50%, donc arriver à 21%. Et là, maintenant, on est quasiment à 30%. Donc, c'est énorme. Super. Ça a demandé énormément de travail et c'est extrêmement important de féminiser les
équipes. Mais comment on les attire, ces femmes, ces Alors, jeunes filles? On a vraiment, malheureusement, il n'y a pas une clé magique. C'est vraiment un gros trousseau qui pèse très très lourd. Il y a eu beaucoup d'actions mises en place. Un des premiers points, c'était de leur assurer qu'elles allaient se trouver dans un environnement qui était un environnement épanouissant et agréable. Ouais. Donc zéro sexisme, pardon. C'est zéro sexisme, mais c'est-à-dire être sûr que jamais il y aurait une remarque de déplacé ou quoi que ce soit. Pour ça, c'est simple, il faut mettre en place un système d'alerte. Donc on a mis en place un système d'alerte et des process et des sanctions. Ouais. Donc je reçois une fois des étudiants pour l'expliquer, pas 2 fois. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a été très facile et que maintenant on le voit, on fait des tea time avec les filles qui participent aux piscines et elles-mêmes, elles nous disent que en fait, c'est extrêmement agréable 42, elles y sont très très bien accueillies. On a modifié l'image évidemment de l'extérieur, on a modifié, c'est des choses bêtes, mais sur des sites internet, on a mis en place des femmes, on a montré que c'était possible, on a explicité le code, on a fait des actions aussi à l'intérieur, on fait venir des speakeuses sur des termes techniques, et puis on a fait des partenariats, particulièrement avec Pôle emploi par exemple. Moi, je voudrais qu'on en écoute une jeune femme, justement, une ancienne étudiante de l'école 42, pour vous montrer à quel point, effectivement, tous les profils là, sont les bienvenus et qu'une petite fille, une jeune fille peut se dire, tiens, en fait, le codage, peut-être, c'est pour moi. On a la chance d'avoir Charlotte Vermandel en ligne avec nous. Elle est là, elle nous entend. Bonjour Charlotte, bienvenue sur Way. Bonjour, merci. C'est une très belle histoire avec l'école 42. Agent de sécurité il y a 4 ans, développeuse aujourd'hui. Alors, on a envie de comprendre comment, pourquoi. Au départ, l'école, c'était pas vraiment pour vous. Vous trouviez pas votre place, c'est ça? Oui, alors vers 16 ans, c'est là que j'ai décidé d'abandonner. La chute a commencé vers 14 ans. J'avais échec scolaire sur échec scolaire. Et à 16 ans, j'ai abandonné en tout cas le système académique traditionnel. J'ai encore tenté des alternatives qui commençaient à pousser à droite et à gauche, mais rien ne me convenait. Du coup, à 21 ans, je suis devenue agent de sécurité, parce qu'il fallait bien avoir un boulot. Et c'est parce que vous vous ennuyiez un peu derrière vos écrans que vous avez commencé à jouer, à développer. Et puis un jour, vous entendez parler de l'école 42, et là, vous vous dites quoi? Donc oui, en fait, pour l'histoire, effectivement, comme à ce boulot d'agent de sécurité, comme je suis derrière un bureau avec beaucoup d'écrans, j'ai beaucoup de temps libre et au début, je joue et puis au fur et à mesure de ce temps libre, je décide de développer petit à petit des outils pour mes amis en ligne et ma petite communauté. Et eux, au fait, qui sont, on avait de Paris, avaient entendu parler de 42 et m'en ont parlé. Ma première approche, c'était non merci, l'école j'ai donné. Ensuite, ils ont insisté parce que du coup, ils avaient vu des documentaires, donc ils m'envoyaient des vidéos. Charlotte, regarde, ça parle de ton profil, c'est ridicule. Donc, j'ai donné une deuxième chance et je me suis intéressée. J'ai quand même mis 2 ans à surpasser ma peur de l'échec scolaire et à faire la piscine. Donc, en fait, je connaissais 42 très, très tôt. Et donc, je l'ai fait. J'ai pas pris ma démission de suite. Je me suis arrangée avec des collègues pour les remplacer pour pouvoir faire ma sélection. Et ça s'est trop bien passé. Ça s'est trop bien passé. Vous avez parlé de la fameuse piscine. C'est pas forcément facile. C'est 4 semaines d'immersion très particulières, mais enfin qui ont quand même pour but de faire une sélection au final. Quelles ont été ces 2 années à l'école 42 pour vous? Qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce que vous en retenez, vos meilleurs souvenirs? Alors, le meilleur souvenir de tous, c'est la piscine, en fait. C'est la sélection. C'est, comme disait Sophie, c'est vraiment un moment qui change la vie. Déjà parce qu'on est avec des gens de tous les milieux, de tous les niveaux et de tous les backgrounds. Et le fait que moi, je puisse aider des gens à comprendre du code, déjà, c'était surréaliste parce que j'avais jamais aidé des gens académiquement, quoi. Donc ça m'a boosté vraiment dans la confiance en moi. Une fois que j'ai commencé 42, ça a vraiment été une ouverture de possibilités et d'opportunités que je me permettais pas avant. Je me permettais pas de rêver aussi grand, en fait. Et en fait, 42 vous donne les outils pour ne pas avoir peur de vous retrouver dans une situation d'inconnu. Donc en fait, le code, le numérique, le digital, ça a changé votre vie? Ah oui, oui, absolument. Là, aujourd'hui, je travaille donc dans une start-up qui a été fondée par des étudiants de 42. On est 8 de 42 dans cette start-up. On vient de lever des fonds et on est en train de grandir super vite. Ça s'appelle Melisearch
Et c'est hyper épanouissant. C'est rien à voir avec il y a 4 ans, quoi. Rien à voir, c'est une start-up qui s'appelle Méli, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Ouais, et surtout, ce qu'on entend, c'est que vous avez trouvé votre place, en fait. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Je me sens utile. J'étais pas malheureuse en tant qu'agent de sécurité, mais j'étais pas épanouie et j'étais pas fière à la fin de la journée. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'amusement et de fierté qui est vraiment très agréable. Merci infiniment pour ce témoignage et surtout votre sourire. Bonne chance pour la suite de votre aventure. On lâche plus rien maintenant. On y va, on continue d'avancer. Ça fait du bien, un témoignage comme celui-là. C'est émouvant. Moi, je suis une grande sensible. Alors, oh là là, oui. Je trouve ça hyper émouvant, vraiment. Je trouve ça génial. C'est extraordinaire. Et en revanche, je me dis, mais c'est fou le nombre de profils extraordinaires, de potentiels qui ne sont pas exploités, qui sont gâchés. Et la tristesse que c'est et le problème d'estime en fait qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que 42, pour ça, c'est un outil extraordinaire qui redonne confiance et qui vous dit que vous êtes maître de votre vie et que vous avez la possibilité de la prendre en main et que vous êtes responsable de votre formation. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. D'ailleurs, vous avez repoussé la limite d'entrée dans votre école. On l'a enlevé complètement. Enlevé carrément. Totalement. Donc elle était à 30 ans. Mais c'est super parce qu'en fait, à 42, vous pouvez avoir des jeunes qui ont été poussés en dehors de leur famille alors qu'ils avaient à peine 13 ans. Vous avez des centraliens, des jeunes filles qui font Dauphine et 42. Vous avez des personnes qui viennent se reformer, qui viennent de secteurs où évidemment il n'y a plus de travail. Et puis vous avez aussi, on a des seniors qui étaient sans emploi depuis parfois 2, 3, 4 ans et qu'on a réussi à remettre en emploi après 1 an de formation à 42. Donc vous avez des profils, on peut bifurquer à tout âge. On peut bifurquer à tout âge, c'est tout à fait possible. Et puis comme vous le disiez, il y a une énorme tension dans ces métiers, donc il y a une demande aussi qui est là. Et 42 a cette faculté assez extraordinaire d'effacer un peu, parce que c'est vrai que malheureusement... Toutes les barrières. Ouais. Et je vois vraiment, il y a des entreprises, en fait, comme ça résonne 42, ils disent, ouais, c'est des warriors, ils sont super, et ils sont habitués, ils sont débrouillards, ils savent comment se saisir d'un problème. Et c'était très joli ce que disait Charlotte, c'est qu'elle disait, maintenant, j'ai plus peur. Parce qu'en fait, on les met dans des conditions où personne ne va leur expliquer comment avancer, donc c'est le brouillard, et c'est eux-mêmes qui vont construire, en fait, le chemin sur lequel ils vont avancer. Et ça, c'est pareil, en fait, ça les aide beaucoup après à se dire, c'est pas grave, je peux y arriver. Et c'est très joli de voir que sur n'importe quelle technique, par exemple, ils disent, c'est pas grave, je vais apprendre, je vais prendre 5 jours pour l'apprendre, mais je vais y arriver. Ouais, c'est beau. Et vous dites aussi que vous formez des codeurs bienveillants. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous dites bienveillant? Alors, oui, ce que je forme, c'est que oui, je disais que mon rêve, c'est de faire de 42 le plus grand réseau d'écoles de codeuses et de codeurs bienveillants. Il faut savoir qu'on est à Paris, mais on est aussi là actuellement dans 14 villes. L'année prochaine, on sera dans 33 villes différentes, dans 25 pays différents. Wow. On est 10 000 étudiants, 15 000 l'année prochaine, 25 000 dans à peine 3 ans. Donc ça devient quand même une sorte de petite armée de développeurs et de développeurs. Et en fait, ils ont un pouvoir extraordinaire dans leurs mains. On sait qu'il y a eu beaucoup de scandales, justement par manque de diversité dans les équipes de développement, des scandales à la fois sur un problème de mixité, mais aussi de diversité. Et c'est très important de semer la petite graine pour leur dire attention, vous avez de l'or dans les mains, mais vous avez aussi des armes dans les mains, et vous devez être précautionneux et faire attention. Et la bienveillance, c'est une disposition d'état d'esprit qui suppose d'être inquiet par la situation, le bonheur de l'autre, d'être indulgent et de faire attention à l'autre. Et donc, on les sensibilise à l'éco-responsabilité, à tout ce genre de sujets. Mais cette petite armée bienveillante, c'est une très bonne nouvelle, c'est une mine d'or pour les entreprises qui sont en pleine transformation numérique. Tout à fait. Alors c'est sûr que 100% de nos étudiantes et nos étudiants sont embauchés. Ça, il n'y a pas du tout de difficulté pour eux, et avec des très beaux salaires et des très belles carrières. Merci Svenja, merci Sophie, merci à Charlotte aussi qui était avec nous et qui a témoigné. Merci d'avoir été avec nous sur Way. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup, merci Charlotte, merci Svenja. On est encore loin de mesurer les conséquences de la pandémie de Covid-19 et c'est normal puisqu'on est encore plongé dedans et pour combien de temps, on ne sait pas. En tout cas, on avance à tâtons et on développe chacun à notre niveau des stratégies de défense, de résistance, de contre-attaque. Et aujourd'hui, comme avant cette pandémie, la clé, c'est se poser les bonnes questions, s'ouvrir à l'innovation et si la solution, ça venait du digital. Bienvenue sur Way, le média de la
l'aventure digitale. Puisque rien ne vaut l'expérience et le partage, eh bien, les voici pour vous, ces témoignages, ces récits qui peuvent vous être utiles. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Boudia. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur Way. Vous êtes ECRM Manager chez Euler Hermès. Alors on va rappeler en quelques mots ce qu'est Euler Hermès. C'est le leader historique mondial de l'assurance aux entreprises, de l'assurance crédit, c'est-à-dire les fraudes, les impayés, le recouvrement, la caution. C'est capital aujourd'hui quand on sait qu'avec le Covid, on s'attend à 62 000 faillites d'entreprises en France en 2021. C'est plus 19% au niveau européen. Vous avez réagi comment quand il y a eu un déferlement d'appels de faillite Comment avez-vous réagi chez Euler Hermès? Alors, ce qu'il faut savoir chez Euler Hermès, c'est que déjà, nous, on a beaucoup travaillé sur comment on répond aux besoins de nos clients, en mettant en avant tous nos outils qui nous permettent de justement accélérer notre digitalisation. Donc, on avait déjà, avant la crise du Covid, mis en place pas mal d'outils, de plateformes d'interaction directe, que ce soit avec nos courtiers ou avec nos clients. Afin de justement avoir cette proximité, même à distance, et pouvoir répondre très rapidement à leurs besoins. Cette digitalisation, heureusement, elle était déjà en place bien avant la crise du Covid, parce que Euler Hermès, qui est une entreprise centenaire, avait fait le grand saut en 2017 en basculant dans le digital, qui représente 50% du business en 2020. Pourquoi avoir fait ce saut en 2007 ? C'était une question de vie ou de mort ? Alors, moi, quand j'ai intégré la société Euler Hermès, donc il y a 4 ans, j'ai rejoint un projet d'accélération digitale. Déjà, vu l'industrie très traditionnelle, on se demande, voilà, on parle d'accélération digitale, mais de quoi on parle concrètement ? Donc moi, quand je suis arrivée sur ce projet d'implémentation d'outils de marketing automation, donc c'était tout nouveau pour l'entreprise. Donc on sent déjà que le top management est déjà convaincu par que cette transformation elle est primordiale et importante et que c'est l'étape suivante pour pouvoir être productif et efficace et se démarquer sur le marché. Pour bien comprendre justement l'outil que vous venez d'évoquer, en quoi il change votre offre ? Pourquoi c'est révolutionnaire pour vous ? Alors pour nous, c'est révolutionnaire parce que c'est un outil de marketing automation, c'est extrêmement puissant. Donc en termes de collecte de données, et ça va nous permettre en fait de franchir un pas au-dessus du relationnel B2B et passer un peu à du B2C. Dans quel sens ? C'est qu'on va pouvoir adresser plus de personnalisation dans notre communication et mieux connaître nos prospects et nos clients. En choisissant Salesforce comme partenaire, vous avez fait de cette plateforme finalement un véritable informateur. Donc ça veut dire que tout d'un coup, vous rentrez dans le monde du big data qui va aller chercher des données et des nouveaux clients. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus précisément ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ça fait 10 ans qu'on est client de Salesforce. Et justement, moi, je suis arrivée il y a 2 ans, donc j'ai quitté le projet Marketing Automation et ça fait 2 ans maintenant que je suis sur le projet du CRM. Et là, l'objectif, c'était en fait de transformer ce mindset qui était finalement le CRM égale reporting, transformer ce mindset-là et expliquer à nos collaborateurs internes qu'un CRM, ça sert avant tout à les aider dans leur tâche de tous les jours, à leur permettre d'être plus productifs, plus efficaces. Comment ? En centralisant dans un seul et même endroit toute la donnée dont ils ont besoin pour pouvoir répondre aux besoins des prospects et des clients. Alors, ça veut dire plus de clients, mais nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que c'est aussi, du coup, au service d'une meilleure assurance ? Est-ce que vous avez développé des nouveaux produits ? Oui, alors, chez Euler Hermès, on a développé une entité interne qui s'appelle la Digital Agency. En fait, ça sert d'incubation pour toutes les idées, c'est ouvert à tous les employés, pour pouvoir justement développer des nouveaux produits digitaux, donc transformer un peu ce service d'assurance en plus accessible de manière digitale et aussi à révolutionner un peu ce relationnel B2B. Donc voilà, c'est très intéressant et c'est un peu une petite entité très digitale avec un mindset très numérique qui a été créé en interne.
Et c'est que le début, j'imagine. Vos objectifs, votre stratégie en la matière, c'est quoi? Vous voulez aller jusqu'où à Euler Hermes? Accélérer la digitalisation en promouvant l'interconnexion de tous nos systèmes. Ça va nous permettre d'avoir une vue 360 de ce concentré de données qu'on va pouvoir exploiter justement pour acquérir... Pour adapter les produits d'assurance. Exactement. Merci beaucoup, Sophie Boudia, d'être venue nous expliquer ça sur Way. Merci. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Puisque tout est chamboulé, puisque tout est déjà en train de changer sous nos yeux, eh bien, regardons devant nous, et même un peu plus loin, pourquoi pas, très loin même. Que feront les machines? Que feront-elles pour nous? Que ferons-nous d'elles? Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et on veut vous offrir la parole de ces visionnaires, de ces inventeurs, vous savez, ceux que l'on traite de fous dans 10, 20, 100 ans. On dira d'eux, quel génie, il avait raison. Peut-être que ça vaut la peine maintenant, dès maintenant, de tendre l'oreille et de les écouter, ces visionnaires, et d'écouter quelqu'un, par exemple, comme Bruno Maisonnier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur Way. C'est Mathieu Stéphanie qui va nous aider à faire connaissance avec vous. Bonjour Mathieu. Bonjour Charlotte. Tu es fondateur de Cosa Vostra, qui est un cabinet de conseil en stratégie digitale, serial start-upper, créateur et animateur d'un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, où tu reçois des entrepreneurs de tous bords d'ailleurs, à partir du moment où ils nous inspirent. C'est ça que tu veux offrir à tes auditeurs. Et Mathieu, je te laisse discuter avec Bruno. Merci beaucoup. Déjà, je dois te dire que je suis très stressé parce que tu sais, je fais des contenus très longs normalement, plutôt 2 heures, 2 heures et demie. Là, avec Bruno, on n'a pas 2 heures et demie. Non, il paraît-il, donc il va falloir que tu m'aides quand même. Salut Bruno, je suis ravi de te rencontrer. Toi aussi. Je me disais en préparant tout ça qu'on voit, quand on pense intelligence artificielle, souvent on associe ça très vite à la robotique. Et toi, en fait, t'es passé avant par la robotique. Alors j'ai vu des images de toi en cherchant un peu sur Internet, façon Géo trouve tout, de 2007, avec tes robots derrière, etc. etc. Et tu as décidé de créer, depuis, une société qui s'appelle Another Brain, donc un autre cerveau. C'est quoi le lien profond entre la robotique et l'intelligence artificielle, selon toi, et comment on passe de l'un à l'autre? Est-ce que c'est forcément toujours lié? Alors, non. Pour moi, c'est lié, puisque la création de Another Brain prend ses racines dans l'aventure d'avant qui était Aldébaran, qui a fait les robots Nao, Pepper et Roméo. Robots qui étaient géniaux, qui sont géniaux, mais qui ont des limites parce qu'ils n'ont pas de capacité à comprendre ce qui se passe autour. Donc pour moi, l'objectif, c'était de leur donner une capacité à comprendre. Et donc c'est ça qui a été à l'origine de Another Brain. Mais en fait, la robotique a besoin d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle peut très bien se passer de robotique et s'appliquer à plein d'autres domaines. Ça s'applique à quoi alors? Parce que toi, on parle d'intelligence artificielle pas mal embarquée, j'ai l'impression, sur Another Brain. C'est l'idée? Oui, alors attends. D'abord, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'une autre façon de développer des applications et de programmer. Okay. Alors, il faut démystifier. Voilà. Avant, pour écrire des applications et pour programmer, on écrivait des suites d'instructions. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle actuelle qu'on appelle deep learning, et autour de ça, en fait, on programme en donnant des exemples. Donc on donne des centaines de milliers ou des millions d'exemples à la machine qui est capable d'en extraire une espèce de crible, de filtre dont elle se sert après pour les applications. C'est le machine learning, c'est ça? Oui, on utilise aussi du machine learning pour ça, mais c'est rien d'autre qu'une façon d'écrire des applications par l'exemple, mais ça suppose d'avoir beaucoup d'exemples. Et puis après, si on compare avec la façon dont fonctionne le cerveau humain, nous on apprend des choses très vite, on n'a pas besoin de milliers d'exemples. Enfin, si on montre à un gamin un alien dans un film, la première fois il va pas savoir ce que c'est, mais la deuxième fois il va le reconnaître. Le cerveau, il apprend tout de suite, il apprend très vite, il n'a pas besoin de quantité de données. Et donc, il y a une autre façon de faire de l'intelligence artificielle que le deep learning, et c'est en reproduisant la façon dont fonctionne le cerveau. Et nous, c'est ça qu'on fait à Another Brain. C'est une autre façon de faire de l'intelligence artificielle. Et comme on essaie de copier ce que fait le cerveau, on a les mêmes avantages, c'est-à-dire ça consomme très peu d'énergie, on n'a pas besoin de données, le cerveau, il n'a pas besoin de quantité de données pour apprendre, c'est pas vrai, etc. Voilà,
C'est pour ça qu'on a appelé ça organic AI, organique au sens bio, au sens américain, anglais, au sens bio, au sens respectueux de la nature, de l'environnement, de l'énergie consommée parce que ça consomme très peu, respectueux des données sur les gens. Et du coup, on n'est pas obligé de stocker des quantités de données très intrusives. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça organic AI. Et c'est ça que vous appelez une intelligence artificielle human-friendly. Exactement. Pourquoi human-friendly? Parce qu'elle nous rend service ou parce qu'elle se rapproche de nous, êtres humains? C'est pas parce qu'elle nous rend service que toutes les intelligences artificielles rendent service. Donc On reviendra human-friendly, un peu. c'est qui nous ressemble? Non. C'est parce que ça consomme peu d'énergie, parce que ça n'a pas besoin de données, donc c'est pas contraire à notre liberté, notre autonomie, et parce que les décisions et les résultats, les décisions qui sont prises sont explicables. Si dans ma voiture autonome, dans le futur, il y a une de mes intelligences artificielles, et que la voiture dit devant moi j'ai une moto, avec du deep learning aujourd'hui, c'est une moto parce que c'est tombé dans la case moto. Mais pourquoi? On ne sait pas pourquoi. On n'est pas capable de comprendre. Alors que nous, on est capable d'expliquer, c'est une moto parce qu'il y a 2 roues épaisses, il y a un moteur au milieu, il y a quelqu'un avec un casque, et ça fait comme bruit, on peut même dire dans quel sens ça va, etc. Donc c'est explicable, donc c'est beaucoup plus proche de l'être humain, donc c'est beaucoup plus acceptable. Il y a, alors quand j'entends human et organique, on franchit des limites, enfin en tout cas j'associe ça à un franchissement de limites que souvent on associe à l'intelligence artificielle. On te dit, tu peux pas aller plus loin que l'émotion, tu peux pas aller dans de l'amour, jamais l'intelligence artificielle n'ira là-dessus. Est-ce que je me trompe quand j'entends tout ça, de me dire, en fait, toi, tu penses pas forcément ça? Alors, non, je pense pas ça. Je pense que ça, on pourra faire des choses comme ça. Mais il y a un truc qui est très important, c'est l'horizon de temps. Très souvent, on pose des questions sur l'intelligence artificielle, ce que ça fait. Est-ce que Elon Musk est un timbré complètement rêveur qui part sur des choses qui sont impossibles, avec son cochon, avec ses trucs? Mais en fait, la question, c'est l'horizon de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est intelligente à le moindre? Non, il y a zéro intelligence dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est stupide, c'est des calculs, c'est des statistiques, c'est super puissant, mais il n'y a pas d'intelligence. Mais est-ce que ça veut dire que demain, il n'y aura pas de l'intelligence? C'est pas vrai, c'est pas lié. Et donc la question, c'est à quel horizon de temps on se place? Demain, il y aura de la vraie intelligence dans l'intelligence artificielle. Il y aura... Et demain, c'est quoi? 1 an, 10 ans, 20 ans? Moi, je pense que ça va arriver plus vite que ce qu'on croit, parce que nous, on est en train de faire des choses et on est, le jour où je vous parle, en train de livrer des choses aujourd'hui. Donc, on franchit déjà des étapes. C'est ce que j'allais dire. Donc, moi, c'est l'année prochaine. Enfin, on aura des débuts de ça assez rapidement. Le demain, j'ai l'impression, et c'est un peu aussi le sens de ta question, on a l'impression qu'il se rapproche, enfin, alors c'est un peu bête ce que je veux dire, mais de jour en jour, enfin, tu vois, non, c'est pas vrai. Ce que je voulais te dire, c'est que quand je lisais un peu, pour préparer notre rencontre, je vois qu'on parle de la voiture autonome de niveau 5 et qu'il y a des articles en 2019 qui disent qu'on pourrait y arriver potentiellement avec une partie de vos technos en 2020. Et quand je lis tout ailleurs, je vois tout ça, c'est l'horizon 2030. C'est exactement ça. C'est-à-dire... pendant longtemps, l'intelligence artificielle, c'était du deep learning, du big data, on prenait plein de données, etc. Et tout le monde s'est dit, bah, ça y est, ça va arriver, ça va résoudre les problèmes. La voiture autonome, c'est pour dans quelques années, dans 2-3 ans. C'est ce qu'on disait jusqu'à il y a 2-3 ans. Hein. Et puis tout le monde s'est rendu compte qu'avec ce principe de deep learning, on n'arriverait jamais à faire des voitures autonomes, on n'arriverait jamais. Le principe du deep learning, c'est de donner des exemples et de donner des exemples exhaustifs. Si tu veux reconnaître des photos d'animaux, tu donnes un nombre d'exemples exhaustifs avec tous les animaux que tu veux reconnaître, tu dis ce que c'est, et puis si tu lui montres une photo après, il va te dire que c'est un de ces animaux, il va te dire lequel. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de donner une liste exhaustive de toutes les situations dans lesquelles sera une voiture? Bien sûr que non. C'est conceptuellement pas possible. Du coup, c'est pas la bonne technologie. Et du coup, on a pris conscience de ça l'année dernière, il y a 2 ans. Le marché a pris conscience du fait que l'IA, dont tout le monde parle, ne permettra pas de faire des voitures autonomes. Et du coup, il faut inventer une autre façon de faire de l'IA. Et les gens disent, une autre façon de faire, ça va prendre 20 à 30 ans. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait et on est en train de faire des choses. On fait déjà des avancées. Alors, je ne vais pas dire que ce sera fini demain matin ou début d'année prochaine, au milieu d'année prochaine, mais c'est du court terme. Nous, on est en train d'arriver là-dessus, court terme. Vous avez levé, je crois, donc, depuis tu as créé ça en 2017, vous avez levé 35 millions d'euros. Quand tu me racontes tout ça, en fait, je vois des espèces de géants de la tech. On parle des GAFA, des BATX. Je vois un peu tous ces gros groupes américains, chinois, etc. Et toi, avec... Enfin, tu vois, excuse-moi du truc, c'est que 35 millions, tu peux dire c'est énorme, tu vois, no disrespect. Mais en fait... t'es un nain, en vrai, face à tous ces gens-là. Comment tu arrives à créer tout ce que tu me racontes là,
Je suis simplet. non, mais je te dis ça avec beaucoup d'humilité bien et sûr. de respect. Hein, mais, Quand l'Afrique, dans les années 80, a été en retard en équipement téléphonique, elle a décidé de rattraper son retard. Elle n'est pas passée par toutes les étapes par lesquelles on est passé, d'équipement avec des infrastructures de réseau fixe qui coûtent une fortune. Elle a directement sauté sur les dernières générations, qui a coûté beaucoup moins cher et qui sont plus performantes. Et elle nous a rattrapés en matière d'infrastructures télécom. Et en fait, la question, c'est si on essaye de faire de la même façon que les Google, Facebook et les Chinois, de la même façon, en espérant les rattraper, mais c'est de la folie furieuse. Mais être un champion européen de l'IA, c'est jouable, c'est possible. Si c'est de la même façon qu'eux, la réponse est non. Par Autrement, contre, alors. si on s'y prend autrement, complètement différemment, qu'on saute une génération, oui, et là, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Ce qu'il faut, c'est de trouver les bonnes idées. Alors, je ne dis pas que c'est nous qui allons les trouver, je pense et j'espère et je me bats pour, mais il y en a d'autres qui explorent des nouvelles idées. Mais si on prend des idées qui sont radicalement différentes et qu'on arrive à trouver le truc qui va sauter une génération et fonctionner différemment, avec pas beaucoup de moyens, on est capable de les battre et de créer un champion européen. Et pour moi, les politiques devraient se focaliser sur des gens qui sont sur les générations d'après et pas essayer de rattraper les Chinois et les Américains là-dessus. une autre façon de faire de l'IA, en fait. Un autre cerveau et une autre façon de faire de l'IA. Ouais. Et tu as parlé de Elon Musk tout à l'heure. Je pense à Neuralink. C'est Neuralink ouais. Tout ce que tu racontes aussi peut faire un peu peur, tu vois, dans une certaine mesure. Bien sûr. Et ça te fait peur, toi ? C'est quoi ton sentiment, toi qui es dedans ? Alors, je vais te le dire très sincèrement, mais je vais prendre un tout petit peu de recul avant. C'est un phénomène absolument naturel, chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, que tout le monde ait peur. C'est psychologiquement parfaitement naturel. Ouais, mais là, on est quand même dans de la machine qui va avoir des émotions dans ce que tu me racontes. Quand l'électricité est arrivée, tout le monde a eu peur. Quand le train est arrivé, tout le monde a eu peur. Quand le feu a été inventé, je suis sûr que tout le monde a eu peur. Et on le voit systématiquement. Et après le phénomène de peur, et donc qui génère un phénomène de rejet, c'est assez une réaction émotionnelle, on se met à rejeter le truc en disant « je ne veux même plus en entendre parler ». Il y a un deuxième phénomène qui est le rejet complet du sujet. Et donc on ferme les yeux, on ne veut plus entendre parler, pourtant il y a des choses qui avancent. Et là, il y a des gens qui en tirent du bien et des gens qui en tirent du mal. Et à l'issue de ça, on est dans une troisième phase où là on prend du recul, on réfléchit, et ce que l'humanité sait hyper bien faire, c'est trouver les conditions pour tirer le bien des choses et essayer de limiter le mal. Et quand on regarde l'électricité, on en tire globalement beaucoup plus de bien que de mal, même s'il y a des accidents régulièrement. Quand on regarde même le nucléaire, on en tire globalement beaucoup plus de bien que de mal. Et ben avec l'IA ou la robotique, il y aura des problèmes, il y a des peurs, on va en tirer des tas de choses et on va apprendre et on va en tirer énormément de bien. C'est super puissant et positif. Mais il faut accepter de passer par ces étapes. C'est un puissant fou. Hein. On va s'arrêter là. 5 minutes, 7 minutes. Surtout, on va s'arrêter sur une bonne nouvelle. Parce que vous nous rassurez, vous nous emmenez vers un futur qui est celui du progrès, finalement. On a oublié ce mot-là. Il appartient au 19e siècle, mais pourquoi pas le citer au 21e ? C'est bien le progrès. Mais oui, quand on regarde ce qui se passe sur l'environnement, le monde entier est en train de partir dans une mauvaise direction. C'est la catastrophe. Mais ce n'est pas la faute de Trump ou des gouvernants, etc. C'est que c'est tellement compliqué qu'on a besoin d'avoir des outils qui nous aident à avoir collectivement plus d'intelligence. Parce que c'est des problèmes compliqués qu'on n'y arrive pas. C'est pas parce que les politiques s'y prennent pas bien. On pourrait continuer pendant des heures, mais il y aura d'autres épisodes de Way qui est le rendez-vous de la révolution digitale. On va se retrouver, on va vous retrouver. Merci à tous les deux, en tout cas, pour aujourd'hui. Merci à toi. Merci Charlotte. Merci à vous. Je vous le disais, Way, vous pouvez le retrouver quand vous voulez. C'est sur la chaîne Salesforce. On va publier des vidéos chaque semaine et n'hésitez surtout pas à faire des commentaires, à nous faire des suggestions, à poser des questions. On lira tout, on y répondra, on les prendra en compte. Bref, Way, ça ne s'arrête jamais. Bye bye et find your way.